tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Léon Dormeur. Nous voici ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de lecture chuchotée avec en fond du tac 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 tac, plein de tapping comme ça. Donc là, visuellement, ça va être le tapping. J'ai déjà enregistré avec mon Revelator, Presonus Revelator. Comment dire, faut que j'apprenne à tourner autour maintenant. Donc j'ai enregistré avant, il y a 2 jours, les 4 extraits de lecture avec mon Revelator, et pas avec celui-là, parce que celui-là j'ai reçu hier. Donc les extraits, je les ai fait très très proche du micro pour que ça pétouille là. J'essaierai quand même dans une autre vidéo de m'éloigner un petit peu, de tourner autour, on verra bien. J'aime bien. Après, on va voir ce que ça donne, parce que je sais pas encore ce que ça va donner, le mélange tapping et tout ça. Je vais essayer d'être en rythme. Après, je vais évidemment le baisser, je vais gérer le son, on verra de toute façon. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, donc c'est ma première vidéo avec le Blue Yeti. Voilà, je vais essayer de faire demain une vidéo de comparaison entre le Blue Yeti et le Presonus, et pour voir, mais déjà je sens qu'il y a quelque chose qui est vraiment chouette sur celui-là. Franchement, il y a vraiment quelque chose qui est chouette, et c'est pas forcément le binaural. Je pense qu'il prend vraiment bien les sons, le chuchotement et tout ça, et c'est très prometteur. Voilà. Donc je vais commencer avec le premier extrait. Extrait numéro 1. La course aux moutons sauvages d'Haruki Murakami. Elle était affalée sur la table de la cuisine. Son front reposait sur ses bras, de sorte que sa chevelure noire, tombant toute droite, dissimulait son profil. À travers ses cheveux perçait la blancheur d'une nuque épargnée par le soleil. Aux entournures de sa robe en tissu imprimé, une robe que je ne connaissais pas, j'entrevis vaguement les bretelles de son soutien-gorge. Tout le temps pendant lequel j'ôtais ma veste, dénouais ma cravate et retirais ma montre au bracelet, elle n'eut pas le plus infime mouvement. Des souvenirs me revinrent à la vue de son dos, des souvenirs qui dataient d'avant notre rencontre. Je me hasardai à l'appeler. Eh, oh! C'était une voix venue de très loin que l'on aurait transportée là expressément. Je n'obtins évidemment d'aucune réponse. Elle semblait dormir, mais elle pouvait aussi bien être en train de pleurer ou être morte. Je m'assis de l'autre côté de la table et pressai mes yeux du bout des doigts. Les rayons éclatants du soleil découpaient 2 zones sur la table. J'étais dans la lumière, elle, dans une vague pénombre. Cette pénombre était sans couleur. Un pot de géranium fané était posé sur la table. Dehors, sous la fenêtre, quelqu'un arrosait la chaussée. On percevait le bruit de l'eau tombant sur l'asphalte. On sentait son odeur aussi. Tu prendras du café? Toujours pas de réponse. M'étant assuré que la réponse ne viendrait plus, je me levai, mis du café à moudre pour 2 personnes dans la cuisine et allumai le transistor. Le café moulu, je m'aperçus qu'en fait c'était du thé glacé dont j'avais envie. Je me souviens toujours de toutes sortes de choses quand il est trop tard. Le transistor distillé en enfila des chansons anodines, parfaitement appropriées à cette heure du matin. À les entendre, j'eus l'impression que rien n'avait changé en ce monde depuis 10 ans. Rien, si ce n'est le nom des chanteurs et le titre des chansons. Et moi, qui avais vieilli de 10 ans entre-temps. Je vérifiai si l'eau bouillait, éteignis le gaz, laissai tiédir durant 30 secondes. Enfin, je versai l'eau sur le café. La poudre, complètement imprégnée, se mit lentement à gonfler et un chaud effluve se propagea dans la pièce. Dehors, quelques cigales chantaient déjà. « Tu es là depuis hier soir ?» lui demandai-je, la bouilloire à la main. Sur la table, une ondulation à peine perceptible parcourut ses cheveux de haut en
Cette question n'obtint pas davantage de réponse. Sous l'effet de la vapeur et d'un soleil ardent, la pièce se transformait peu à peu en étuve. Je fermai la fenêtre au-dessus de l'évier et tournai le commutateur de la climatisation. Puis je posai 2 tasses de café sur la table. « Allez, bois, lui dis-je d'une voix qui ressemblait déjà plus à la mienne. Ça te fera du bien. » 30 secondes au moins s'écoulèrent avant que d'un geste lent, continu, elle ne souleva la tête au-dessus de la table, pour demeurer ensuite immobile à fixer d'un air hagard le pot de fleurs fanées. Quelques fins cheveux étaient entortillés sur ses joues mouillées. L'aura d'une vapeur légère flottait autour d'elle. « T'en fais pas, fit-elle, c'est pas dans mes intentions de pleurer. » Je lui tendis une boîte de mouchoirs en papier. Elle se moucha sans bruit et balaya de ses doigts les cheveux qui agaçaient ses joues. « En fait, je voulais m'en aller avant que tu ne rentres. J'avais pas envie de te voir. Mais tu as changé d'avis. Même pas, il y a seulement que je ne voulais plus aller nulle part. Mais rassure-toi, je m'en irai bientôt. En attendant, bois ton café. » Je sirotais mon café en écoutant un flash d'informations sur la circulation routière et j'ouvris mes 2 lettres avec une paire de ciseaux. Dans la première, une annonce d'un magasin de meubles. On signalait qu'une ristourne de 20% serait accordée pour tout achat effectué durant la période indiquée. La seconde provenait d'un ami dont je n'avais guère envie de me souvenir et je n'eus pas davantage envie de la lire. Je vis de ces 2 lettres une boule que je jetai dans la corbeille se trouvant à mes pieds, puis je grignotai quelques crackers au fromage qui restaient. Serrant les mains autour de son café comme pour combattre le froid, les lèvres posées délicatement sur le bord de sa tasse, elle me regardait fixement. « Il y a de la salade dans le frigo. » »« De la salade, fis-je en levant les yeux vers elle. »« Des tomates et des haricots, c'est tout ce qu'il y avait. Les concombres n'étaient plus bons, je les ai jetés. » Je sortis du réfrigérateur le saladier bleu en verre d'Okinawa et vidai par-dessus les 5 mm restants au fond d'une bouteille de vinaigrette. Les tomates et les haricots étaient froids comme une ombre. Ils étaient sans goût, comme les crackers et le café. La faute en était sans doute à la lumière du matin. Cette lumière décompose tout sur son passage. Renonçant au café, je sortis de ma poche une cigarette toute fripée et l'allumai avec une pochette d'allumettes d'un établissement dont je n'avais pas le moindre souvenir. Une fumée violette s'éleva alors, dessinant des motifs géométriques dans la lumière du matin. J'étais à des funérailles. Après la cérémonie, je suis allé à Shinjuku et j'y suis resté longtemps à boire tout seul. Le chat, arrivant d'on ne sait d'où, sauta d'un bond sur ses genoux après un long bâillement. Elle le gratouilla plusieurs fois derrière les oreilles. « Je t'ai pas demandé d'explication, dit-elle. Je n'ai plus rien à voir là-dedans d'ailleurs. Je n'explique rien. Je fais la conversation, c'est tout. » Recroquevillant les épaules, elle ramena les bretelles de son soutien-gorge sous sa robe. Son visage n'affichait pas la moindre expression. Il me rappela cette photo d'une ville engloutie sous la mer que j'avais vue un jour. C'était quelqu'un que j'ai connu un peu autrefois, quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ah bon? Le chat s'étira de tout son long sur ses genoux, puis expira profondément. Je restai muet à regarder le bout de ma cigarette se consumer. Elle est morte comment, cette personne? Dans un accident de la route, on lui a trouvé plus de 13 fractures. Une fille. Le journal de 7 heures et le flash sur la circulation routière terminé, la radio se mit à diffuser de la musique rock légère. Elle replaça sa tasse sur la soucoupe et me regarda. « Si je mourais, tu boirais aussi comme ça. Le fait que j'ai bu n'a rien à voir avec les obsèques. S'il y avait un rapport, ce serait juste pour le premier ou le second verre, pas plus. » Dehors, une nouvelle journée allait commencer. Une nouvelle journée de chaleur. Par la fenêtre, au-dessus de l'évier, on apercevait le quartier des grandes tours. Elles brillaient d'un éclat aveuglant, inhabituel. « Tu veux pas boire quelque chose de froid ?» Elle fit non de la tête. Je pris une boîte de coca bien fraîche dans le réfrigérateur et la vidai d'une traite, sans me servir de verre. « Cette fille-là a couché avec n'importe qui, lui dis-je. On aurait dit que je faisais son oraison funèbre. La défunte était une fille qui couchait avec n'importe qui. Pourquoi me dis-tu ça?
timbre de sa voix avait pris je ne sais quoi de particulier. Je levai les yeux au-dessus de ma salade et la regardai à travers le pot de fleurs fanées. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Une impression comme ça, fit-elle faiblement. C'est tout à fait ton genre en tout cas. Mon genre. Il y a de ça chez toi, quelque chose comme un sablier. Quand le sable est complètement descendu, il y a forcément quelqu'un qui vient le retourner. Extrait numéro 2. Le Seigneur des Anneaux. La fraternité de l'anneau. Quand ils eurent terminé, ils se tournèrent pour observer Gandalf. Il semblait n'avoir rien fait. Debout entre les deux arbres, il gardait les yeux fixés sur le mur uni de la falaise, comme s'il entendait le perforer d'un simple regard. Gimli allait de ci, de là, tapotant la pierre du revers de sa hache. Legolas s'était plaqué contre le roc, comme pour écouter. « Eh bien, nous voilà tous fin prêts, dit Merry, mais où sont les portes? Je n'en vois pas le moindre signe. » « Les portes des nains ne sont pas faites pour être vues lorsqu'elles sont closes, dit Gimli. Elles sont invisibles et leurs propres architectes ne peuvent les trouver ou les ouvrir si leur secret est oublié. Mais cette porte n'a pas été construite pour être un secret connu des seuls nains, dit Gandalf, s'animant tout à coup et se retournant. À moins que les choses ne soient complètement changées, un regard averti devrait pouvoir découvrir les signes. Il s'avança jusqu'au mur. Tout juste entre l'ombre des arbres se trouvait un espace lisse et il passa ses mains dessus, marmonnant à voix basse. Puis il se recula. « Regardez, dit-il, voyez-vous quelque chose à présent ?» La lune éclairait maintenant la face grise du roc, mais ils ne purent rien voir d'autre sur le moment. Puis l'on vit apparaître lentement à sa surface, là où le magicien avait passé ses mains, des lignes à peine visibles, comme de minces veines d'argent courant dans la pierre. Ce n'était au début que de pâles filandres si fines qu'elles ne faisaient que scintiller par intervalles quand elles accrochaient les rayons de la lune. Mais peu à peu, elles se firent plus larges et plus claires, et il fut bientôt possible d'en deviner le dessin. Tout en haut, aussi haut que Gandalf pouvait tendre les bras, se voyait une arche parcourue d'un entrelacement de caractères elfiques. Sous elle, bien que par endroits les fils aient été estompés ou brisés, se discernait le contour d'une enclume et d'un marteau surmonté d'une couronne aux 7 étoiles. Plus bas encore se trouvaient 2 arbres, chacun portant à ses branches des croissants de lune. Enfin, plus clair que le reste, au centre de la porte, brillait une unique étoile aux multiples rayons. « Voilà les emblèmes de Durin !» s'écria Gimli. « Et aussi l'arbre des hauts elfes !» dit Legolas. « Et l'étoile de la maison de Féanor !» dit Gandalf. « Ils sont faits, dit Tildin, qui ne reflètent que la lumière des étoiles et de la lune, et qui demeurent en sommeil jusqu'au moment d'être touchés par quelqu'un qui prononce des mots aujourd'hui bien oubliés en terre du milieu. Il y a longtemps que je les ai entendus, et il m'a fallu une profonde réflexion pour pouvoir les rappeler à mon esprit. »« Que dit l'inscription » demanda Frodo, essayant de déchiffrer les mots sur l'arche. « Je pensais connaître l'écriture elfique, mais je n'arrive pas à lire celle-ci. » « Les mots sont dans la langue elfique de l'ouest de la terre du milieu aux jours anciens, » répondit Gandalf. « Mais ils nous apprennent rien d'important. Ils disent seulement les portes de Durin, seigneur de Moria. Parle, ami, et entre. » Et en dessous, en petits caractères, il est écrit « Moi, Narbi, je les ai faites. C'est les brimbores de Houssière à dessiner ces signes. » « Qu'entend-on par parle, ami et entre ?» demanda Merry. « C'est pourtant clair, dit Gimli. Si vous êtes un ami, dites le mot de passe, alors les portes s'ouvriront et vous pourrez entrer. » Oui, dit Gandalf, ces portes sont sans doute régies par des mots. Certaines portes des nains ne s'ouvrent qu'en des occasions particulières ou pour
lorsqu'elles étaient closes, ceux qui connaissaient la formule d'ouverture n'avaient qu'à la prononcer pour entrer. C'est du moins ce que rapportent les sources anciennes, n'est-ce pas, Gimli? En effet, dit le nain, mais la formule n'est plus connue de nos jours. Narvi et son art et tous les siens ont disparu de la terre. Mais vous, Gandalf, ne connaissez-vous pas la formule? Demanda Boromir, surpris. Non, dit le magicien. Les autres parurent décontenancés. Seul Aragorn, qui connaissait bien Gandalf, demeura silencieux et impassible. Quelle était donc l'utilité de nous emmener dans cet endroit maudit? S'écria Boromir, jetant un coup d'œil vers l'eau sombre avec un frisson. Vous nous dites que vous êtes déjà passé à travers les mines. Comment est-ce possible si vous ne savez pas comment y entrer? La réponse à votre première question, Boromir, dit le magicien, est que je ne connais pas la formule pour l'instant. Mais c'est ce que nous verrons bientôt. Et puis, ajouta-t-il avec une étincelle dans les yeux sous des sourcils hérissés, vous pourrez vous interroger sur l'utilité de mes actes quand ils se seront révélés inutiles. Quant à votre dernière question, doutez-vous de mon histoire? Ou avez-vous perdu toute présence d'esprit? Je ne suis pas entré de ce côté, j'arrive de l'Est. Au cas où cela vous intéresserait, je vous dirai que ces portes s'ouvrent vers l'extérieur. De l'intérieur, il est possible de les ouvrir en poussant avec vos mains. De l'extérieur, rien ne les fera bouger hormis l'incantation de commandement. On ne peut les forcer vers l'intérieur. Qu'allez-vous faire alors? Demanda Pipin, que les sourcils hérissés de Gandalf ne semblaient pas intimider. Cognez dessus avec votre tête, Peregrine Took, dit Gandalf. Mais si ça n'enfonce pas les portes et qu'on ne m'épargne un instant les questions oiseuses, je vais chercher la formule d'ouverture. Extrait numéro 3. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Nicholas Evans. Annie la considéra un moment, puis ouvrit la portière et descendit de voiture. Elle se mit à marcher à l'aveuglette, le visage offert à la brise. Passé un bouquet de pins, la route aboutissait à un parking et à un bâtiment bas, tous deux déserts. Elle poursuivit son chemin par un sentier qui montait la colline et se retrouva allongé un cimetière fermé par une grille noire. Au sommet se trouvait un simple monument de pierre, et ce fut là qu'elle s'arrêta. Sur ce versant de la colline, un jour de juin 1876, George Armstrong Custer et 200 soldats avaient été mis en pièces par ceux-là même qu'ils traquaient pour les massacrer. Leurs noms étaient gravés dans la pierre. En se retournant, Annie aperçut l'éparpillement des tombes blanches, dont les ombres s'allongeaient sous la dernière caresse d'un soleil pâle. Immobile, elle contempla la vaste prairie onduleuse d'herbes couchées sous le vent, qui s'étirait depuis ce lieu désolé jusqu'à un horizon d'une infinie mélancolie, et elle se mit à pleurer. Plus tard, elle devait s'étonner du hasard qui l'avait amenée sur ce site. Elle ne devait jamais savoir si un autre lieu de passage eût fait couler les larmes qu'elle refoulait depuis si longtemps. Ce monument était une cruelle anomalie, honorant les agents d'un génocide dont les victimes partout ailleurs étaient condamnées à un éternel anonymat. Mais l'atmosphère de souffrance et la présence de tant de fantômes transcendaient tout le reste. C'était simplement le bon endroit pour pleurer. Alors, baissant la tête, Annie versa des larmes. Elle pleura pour Grace et Pilgrim et pour les âmes égarées des enfants morts dans son sein. Et par-dessus tout, elle pleura sur elle-même, sur ce qu'elle était devenue. Toute sa vie, elle avait vécu en terre étrangère. L'Amérique n'avait jamais été sa patrie, et l'Angleterre ne l'était plus. Dans chaque pays, on la traitait en paria. En vérité, elle venait de nulle part.
mort de son père, elle n'avait plus de foyer. Elle errait à la dérive, sans racines, sans tribu. Jadis, elle avait cru que c'était là sa plus grande force. Elle avait l'art de se brancher. Elle savait s'adapter sans heurts, s'insinuer dans n'importe quel groupe, culture ou situation. Elle devinait d'instinct ce qui était requis, ce qu'il fallait savoir et faire pour gagner. Et dans son travail, sa vieille obsession, ce talent l'avait aidé à conquérir tout ce qui en valait la peine. Mais depuis l'accident, plus rien n'avait d'importance. Ces 3 derniers mois, elle avait assumé le rôle de la femme forte, se berçant de l'illusion que c'était pour le bien de Grace. En réalité, elle ne savait pas réagir autrement. Elle avait perdu le contact avec sa fille, comme elle l'avait perdu avec elle-même, et le remords la consumait. L'action était devenue un substitut des sentiments, ou du moins son expression. Voilà pourquoi elle le comprenait maintenant. Elle s'était lancée dans cette entreprise de cingler avec Pilgrim. Annie sanglota à en avoir mal aux épaules et puis s'effondra le dos à la pierre froide et s'accroupit la tête dans les mains. Elle resta là jusqu'à ce que le soleil s'abîme, pâle et fluide, derrière la lointaine ligne enneigée des monts Bighorn et que les peupliers au bord de l'eau se fondent dans une unique cicatrice noire. Lorsqu'elle releva les yeux, il faisait nuit et le monde était une lanterne d'étoiles. Extrait numéro 4. Cimetière de Stephen King. Enterrez votre bête, Louis, lui dit-il. Pendant ce temps-là, moi, je vais en griller une. Je vous aiderai bien, mais il faut que vous fassiez ça seul. Chacun enterre ses propres morts. C'était la règle dans ce temps-là. Judd, à quoi ça rime tout ça? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Parce que vous avez sauvé la vie de Norma, répondit le vieil homme. Cette réponse avait un accent de sincérité sans équivoque. Et Louis eut la certitude que Judd lui-même croyait à ce qu'il disait. Mais en même temps, une intuition subite, d'une évidence aveuglante, l'avertit qu'il mentait, ou qu'il lui mentait et qu'il se faisait l'écho de ce mensonge auprès de Louis. Il se souvint de la lueur bizarre qui lui avait semblé apercevoir dans ses yeux. Mais à présent, tout cela lui paraissait dénué d'importance. C'était bien moins important que le vent, ce grand fleuve d'air dont le flot déchaîné l'environnait de toutes parts, lui hérissant les cheveux au-dessus du front et des oreilles. Judd s'installa au pied d'un arbre, le dos appuyé au tronc, et alluma une Chesterfield dans le creux de ses mains disposées en coupe. « Vous voulez vous reposer un peu avant de commencer ?» interrogea-t-il. « Non, non, ça va, » dit Louis. Il aurait pu continuer à le presser de questions, mais au fond, il n'avait pas vraiment envie d'insister. Il n'arrivait pas à décider si c'était une bonne ou une mauvaise chose, et en fin de compte, il jugea préférable d'en rester là, en tout cas pour l'instant. Mais il y avait une question qu'il lui fallait tout de même poser à des fins purement utilitaires. « Vous croyez vraiment que je vais arriver à creuser une tombe ici? La couche de terre a l'air bien mince. » Il fit un signe de tête en direction du terre-plein au sommet des marches, où le roc affleurait par places. Judd hocha lentement la sienne. « C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de terre, dit-il, mais généralement, quand le sol est assez profond pour que l'herbe s'y enracine, c'est qu'il y en a assez pour enfouir quelque chose. Et puis cet endroit existe depuis des temps immémoriaux et on y a toujours creusé des sépultures. Mais
Et ça ne va pas être de la petite bière, je vous préviens. Et ça ne fut pas commode, en effet. Le sol était dur et rocailleux, et Louis comprit vite qu'il n'arriverait pas à creuser une tombe assez profonde pour y enfouir Church, s'il n'usait pas de la pioche. Il se mit donc à alterner. D'abord, il cassait les mottes de terre dures et les rochers à coups de pioche, puis il dégageait les débris à la pelle. Ses mains ne tardèrent pas à lui faire mal. Son corps, engourdi par le froid, se réchauffait rapidement et un besoin impérieux de faire de la belle ouvrage s'était emparé de lui. Il se mit à fredonner entre ses dents comme il le faisait quelquefois en recousant une plaie. Parfois, la pioche frappait le roc avec tant de force que des étincelles jaillissaient et qu'une onde de choc remontait le long du manche et lui vibrait dans les mains. Il sentait que des ampoules étaient en train de se former sur ses paumes et cela lui était égal. Pourtant, en temps ordinaire, il l'était, comme beaucoup de médecins, excessivement soucieux de l'état de ses mains. Au-dessus de sa tête et tout autour de lui, le vent chantait sans trêve la même chanson d'arbre. En contrepoint de la rumeur déferlante du vent, Louis perçut un bruit léger de pierres entrechoquées. Il regarda par-dessus son épaule et vit Judd qui, à croupeton, sélectionnait dans le déblai les caillasses les plus grosses et en faisait un tas à part. Voyant que Louis le regardait, il expliqua. « C'est pour votre cairn. »« Ah, dit Louis, et il se remit au travail. Sa fosse faisait à peu près 60 cm de large sur 1 mètre de long. Ce satané chat aurait une tombe de roi, se dit-il, et lorsqu'il eut atteint une profondeur d'environ 50 cm, à laquelle il soulevait des gerbes d'étincelles à chaque coup de pioche, il jeta ses outils au loin et demanda à Judd si ça pouvait aller. Judd s'approcha et procéda à un rapide examen. « Moi, ça me paraît très acceptable, dit-il, mais là-dessus c'est votre point de vue à vous qui doit primer. Allez-vous me dire pourquoi vous me faites faire tout cela à présent ?» Judd esquissa un sourire. « Les Micmacs croyaient que cette colline était magique, dit-il. Ils croyaient que toute la forêt qui s'étend au nord-est du marécage était magique. Ils ont bâti cette espèce de tertre pour y ensevelir leurs morts. Loin de tout. Les Indiens des autres tribus évitaient cet endroit comme la peste. Les Penobscot racontaient que la forêt était hantée. Par la suite, les trappeurs qui s'étaient aventurés jusqu'ici ont répandu des bruits analogues. J'imagine que certains d'entre eux avaient vu des feux voler dans le marais du Petit Dieu et qu'ils les avaient pris pour des fantômes. » Le vieil homme eut un sourire et Louis se dit « Judd, ce n'est pas du tout cela que vous pensez. » Avec le temps, continua le vieil homme, les Micmacs eux-mêmes ont cessé de traîner dans les barrages. Un membre de leur propre tribu leur avait juré qu'il avait aperçu un Wendigo par ici. Il disait aussi que la terre s'était gâtée, qu'elle avait tourné à l'aigre. Les Micmacs ont tenu un grand conciliabule à ce sujet. Du moins, c'est ce que j'ai entendu dire quand j'étais gamin, Louis. Évidemment, c'est ce vieux Staniby qui m'a raconté tout ça, alors. Son vrai nom était Stanley Bouchard, mais tout le monde l'appelait Staniby, rapport à l'araignée qu'il avait au plafond. Et Stani n'était jamais le dernier à vous débiter un boba. Louis, qui savait seulement que le Wendigo est une espèce de démon dans le folklore des Indiens du Nord, demanda « Vous croyez que la terre a tourné à l'aigre ?» Judd sourit, ou du moins ses lèvres s'écartèrent. « Je crois que c'est un endroit dangereux, dit-il d'une voix douce, mais pas pour les chats, les chiens ou les hamsters. Allez, Louis, enterrez-la, votre bête. » Louis déposa le sac poubelle au fond du trou, puis il se saisit de la pelle et le recouvrit de terre avec des gestes lents. À présent, il sentait le froid et la fatigue. Le crépitement de la terre qui s'abattait en pluie sur le plastique le déprimait. Son sentiment d'exaltation se dissipait et il commençait à avoir envie que cette aventure s'achève. Il leur restait encore une sacrée trotte pour retourner. Le crépitement se fit plus étouffé, puis il cessa et il n'y eut plus que le frottement sourd de la terre contre la terre. Il racla le peu qui restait et le poussa dans le trou du bout de sa pelle. Une phrase de son oncle Croque-Mort, qui lui paraissait dater d'au moins 1000 ans, lui revint à l'esprit. Il n'y a jamais assez de terre pour reboucher une fosse qu'on vient de creuser. Puis il se retourna vers Judd. « Votre cairn, dit Judd. Écoutez, Judd, j'en ai vraiment plein le dos, moi. C'est le chat d'Ellie, dit Judd avec une douceur implacable. Elle voudrait que vous fassiez les choses comme il faut. » Louis soupira. « Vous avez sûrement raison, dit-il. » Il passa 10 minutes de plus à empiler l'une sur l'autre les grosses pierres que Judd lui passait. À la fin, un tumulus modeste de forme conique surmontait la tombe de Church et Louis, malgré sa lassitude, en éprouva une pointe d'euphorie. La vue de ce tumulus dressé parmi les autres dans la clarté des étoiles lui donnait un sentiment